Bonjour à tous et à toutes. On va commencer ce webinaire qui sera consacré aux résultats et enseignements de l'élection du Conseil constitutionnel chilien. Ce webinaire est réalisé dans le cadre de l'Observatoire électoral de l'Amérique latine de l'IRIS. Je suis Colline Laroche, membre de l'équipe de l'IRIS, et j'accompagne également nos chercheurs et chercheuses dans leur programme de recherche. Et nous co-animerons aujourd'hui cette session avec Christophe Ventura, qui est également responsable de cet observatoire électoral de l'Amérique latine. Tout d'abord, nous allons revenir un petit peu factuellement sur les récents événements qui ont eu lieu au Chili. Le 7 mai dernier, plus de 15 millions de Chiliens se sont rendus aux urnes pour élire parmi 350 candidats les 51 membres du Conseil constitutionnel chilien, dont l'objectif sera de préparer un projet de nouvelle constitution afin de remplacer celle de 1980 héritée de la dictature de Pinochet. Sur cette base, donc à partir de ce texte, d'une première proposition élaborée par un comité d'experts déjà désigné par les partis du Congrès et qui travaille sur ce texte depuis mars, actuellement, c'est le second processus de réforme constitutionnelle qui est enclenché au Chili en moins de 2 ans. Pour rappel, le premier processus constitutionnel avait émergé suite au grand mouvement social contre les inégalités de 2019, qui reprochait notamment à la Constitution actuelle de figer les inégalités sociales et de sanctuariser le modèle néolibéral. Et ce premier processus, justement, s'est soldé par un échec, puisqu'on se rappelle, le 4 septembre 2022, ce texte a été rejeté à 61,9% des suffrages par les électeurs lors d'un référendum. Donc, on a aujourd'hui une nécessité de relancer le processus constitutionnel pour élaborer une nouvelle loi fondamentale. Et ce 7 mai, les résultats sont tombés avec une victoire de l'extrême droite, puisque le parti républicain de José Antonio Cast a rassemblé 35% des voix, c'est-à-dire 23 élus au total au sein du Conseil constitutionnel, suivi par la coalition présidentielle de gauche qui, elle, réunit 29% des scrutins, c'est-à-dire 16 élus. Et enfin, la droite traditionnelle qui, elle, réunit 21% des votes, à savoir 11 élus. On remarque cependant que le centre-droit n'obtient pas de siège. Et également à noter, mais nous reviendrons dessus pendant cette conférence, pendant ce webinaire, les votes nuls et bulletins blancs ont été comptabilisés à hauteur de 22% des suffrages. Donc, c'est un élément important à prendre en compte. Donc, ce nouveau texte sera soumis à un nouveau référendum le 17 décembre 2023. Nous tâcherons donc avec nos invités, que je remercie d'être présents ce jour, d'essayer d'expliquer ces résultats et de voir quelles pourraient être leurs applications à un niveau national. Merci beaucoup, Colline, pour cette présentation, cette introduction donc, de ce webinaire aujourd'hui, auquel une cinquantaine de personnes vont assister, en tout cas qui se sont inscrites aujourd'hui. On est ravis, bien sûr, de vous accueillir avec Colline aujourd'hui. Je vais simplement présenter nos deux invités, nos deux intervenants aujourd'hui. Dans un instant, Carlos Ominami, que les gens qui suivent nos activités connaissent plutôt bien maintenant, puisqu'on a la chance de pouvoir compter avec, disons, la présence de Carlos dans pas mal de nos séminaires, webinaires qui sont consacrés au Chili, bien sûr, mais plus généralement à l'Amérique latine. Carlos est ancien ministre chilien et c'est ancien sénateur également du pays et aujourd'hui le directeur de la fondation Chili 21, qui, en tant que fondation, est un partenaire de l'Observatoire électoral de l'Amérique latine de l'IRIS. Et donc, à ces titres-là, aujourd'hui, et depuis Santiago du Chili, on le remercie parce qu'il est tôt à Santiago, on le remercie. Et donc, depuis Santiago, il va pouvoir intervenir et nous donner en fait son analyse, sa grille de lecture, bien sûr sur les résultats qui ont été évoqués par Colline, mais
pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse peut-être des enseignements qu'il faut tirer de ces résultats. Ensuite, interviendra Jean Mandelson, qui participe également régulièrement à nos activités. Jean est ministre plénipotentiaire honoraire, est ancien ambassadeur et a été premier secrétaire à l'ambassade de France au Chili lors d'une année, bien que tout le monde se remémore, qui est précisément celle de 1973. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'histoire. C'était pas 73, c'était 71. C'est bien plus tard, mais j'en parle vraiment peu. Ah bon, tu nous repréciseras. Qui donc connaît très très bien l'histoire politique du Chili pour l'avoir vécu lui-même. Donc là aussi, Jean, qui s'est exprimé dans des boucles sur le résultat des élections avec certaines analyses qui sont très intéressantes à partager, nous donnera justement sa grille de lecture. Et ensuite, on aura un échange avec nos participants qui sont avec nous. Donc, vous pouvez préparer vos questions, ceux qui nous écoutent, nous les écrire sur le chat et on les posera à nos deux invités qui pourront rebondir, réagir. Et donc, la discussion sera libre jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Donc, Carlos, on s'est mis d'accord un petit peu au démarrage pour que vous puissiez démarrer. Donc, on vous écoute pour une dizaine de minutes sur votre analyse de ces résultats de ce processus. Bon, merci Colline, merci Christophe. Merci aussi à l'IRIS pour s'intéresser à ce qui se passe dans ce coin du monde. Heureux aussi de pouvoir partager cette conversation avec Jean, un ami et un camarade depuis très longtemps. Dans les 10 minutes accordées, je vais essayer de vous présenter quelques clés d'interprétation des résultats du 7 mai. Tout d'abord, il faut le répéter, il s'agit d'une défaite profonde des forces de gauche et des forces progressistes. Avec 34 conseillers sur 51, la droite a une représentation à l'auteur de 2 tiers de l'ensemble du Conseil constitutionnel qui doit s'installer à partir du mois prochain. La droite est donc maître total de ce processus. Et à l'intérieur de la droite, à l'intérieur de ces 34 conseillers, il faut remarquer le fait que les partis républicains, en parti d'extrême droite, a 23 sur 34 de ces conseillers. Avec ces 23 conseillers, les partis républicains, c'est-à-dire l'extrême droite, il a les droits de veto sur n'importe quelle matière proposée par la Constitution. Et avec les deux tiers des conseillers, la droite dans son ensemble a la possibilité aussi de rejeter n'importe quelle proposition avancée par la commission d'experts qui doit présenter un texte pour organiser les débats du Conseil constitutionnel. Voilà donc la profondeur de la défaite du 7 mai. Or, il faut dire que la défaite du 7 mai est une espèce de 12e acte d'une pièce dont le premier acte a été la défaite du 4 septembre. Lors de, comme était rappelé dans l'introduction de Colline, le 4 septembre, lors du référendum sur le texte proposé par la Convention constitutionnelle. Le résultat du référendum a été 38. Et ce résultat, à très peu de choses près, s'est reproduit le 7 mai. Par rapport, et ça, je vais vous donner une donnée qui est importante. Par rapport à l'élection parlementaire de l'année 2021, c'est une élection parlementaire simultanée avec l'élection présidentielle de Boris, du premier tour. La droite augmente à peu près 20 points pour arriver à 56% de la votation, du jamais vu dans l'histoire récente du Chili. À mon avis, les dérapages de la Convention constitutionnelle dominés par des groupes identitaires. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois dans un colloque organisé par l'IRIS. C'est-à-dire,
je veux dire que les dérapages de la Convention constitutionnelle dominés par des groupes identitaires sans une vue d'ensemble ont eu une responsabilité majeure dans cette chaîne de défaites. Donc, le résultat du 7 mai est, pour ainsi dire, une espèce de conséquence logique de tout ce qui s'est passé dans les processus précédents. Une donnée importante, Colline en parlait un peu, les votes blancs et nuls arrivent à peu près à presque 22%, 21,5, 21,6% du total. Et ça, c'est l'expression d'un grand malaise de la société. Ce malaise a un fondement évident. Et ça, c'est un point, à mon avis, tout à fait fondamental pour bien comprendre la situation chilienne. À presque 4 ans de la révolte d'octobre de l'année 2019, aucun des problèmes posés à cette occasion n'a été résolu. Les pensions, les bas salaires, la mauvaise qualité des services de santé, la mauvaise qualité des services d'éducation, les dettes universitaires, aucun problème n'a été résolu. À mon avis, tout ce qui se passe, c'est d'une certaine façon le produit d'une faute majeure qu'on a commis pour faire face à la révolte d'octobre 2019. Moi, j'étais tout à fait contente qu'il y ait la possibilité d'ouvrir un débat constitutionnel. Mais les débats constitutionnels, tout un processus constituant, devait forcément s'accompagner d'un accord social permettant, dans des délais raisonnables, d'avoir une réponse aux demandes sociales qui étaient à la base de la révolte. À la base de la révolte, c'était la demande constitutionnelle. La réponse constitutionnelle pour la réponse dans le sens de l'ouverture d'un processus constitutionnel, c'était une espèce d'abstraction de la classe politique. On se disait, avec une nouvelle constitution, on va établir de nouveaux droits sociaux, et ces nouveaux droits sociaux vont permettre de résoudre ou d'avoir une réponse aux problèmes posés par la révolte. Mais ça, écoute, ça fait déjà 4 ans qu'on est dans ce processus-là, il n'y a rien été. On n'a rien résolu. Et en fait, et je pèse mes mots, les gens sont aujourd'hui dans une plus mauvaise situation qu'ils étaient avant la révolte. Et je crois que ça, c'est la base structurelle pour comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé avec les référendums du 4 septembre et puis les résultats des élections du 17 mai. Oh, du côté du gouvernement, il faut dire que les gouvernements Boris sortent très affaiblis. Déjà, sa capacité de mener à bien des réformes profondes était compromise par l'absence de majorité parlementaire. Dorénavant, cette capacité est encore plus réduite et l'essor de la réforme fiscale, de la réforme des pensions et de la réforme de santé n'est pas du tout évidente. Au contraire, la droite, elle l'a dit, elle va imposer la majorité dont elle dispose au Parlement. Avec aujourd'hui la force qu'elle lui donne les résultats du référendum du 4 septembre et les résultats des élections du 7 mai. Or, il ne faut pas se tromper. Ces résultats interviennent dans un moment essentiellement politique. Ces résultats ne sont pas les produits d'un débat constitutionnel. On n'a pas discuté sur les systèmes politiques, plus présidentiels, plus parlementaires, les statuts des droits sociaux, la constitution de la justice, rien n'était. Les grands sujets de ces débats ont été migration, insécurité, violence, terrorisme et
tout ça dans un cadre économique compliqué par la hausse de l'inflation. Comme vous pouvez le voir, ce sont des sujets tous compliqués pour les gens de gauche, pour les forces progressistes, et qui constituent un terrain beaucoup plus fertile, beaucoup plus commode pour les gens de droite, pour les gens de droite, pour les forces qui agissent dans le sens de la conservation. C'était tous, en fait, des sujets plutôt éloignés dans un débat constitutionnel au strict sens. Je dois dire que je ne partage pas une vision qui est très à la mode aujourd'hui, suivant laquelle ces résultats sont finalement les produits d'un mouvement pendulaire. C'est les pendules qui étaient à gauche en 20 pour l'année au moment de la révolte, et qui maintenant elle est allée vers la droite. C'est vrai, on est dans un moment très, très conservateur, mais il faut dire que la nouvelle situation, dominée par les problèmes que j'évoquais, violence, terrorisme, insécurité, constitue une situation qui va s'inscrire dans la durée. Elle peut durer un bon moment. Alors, plus qu'une question de pendule, à mon avis, il s'agit plutôt d'une question de boussole, de direction du débat. Et, par conséquent, il ne suffit pas d'attendre à ce que les pendules retournent à gauche d'une façon relativement mécanique. Il faut agir pour que les choses puissent changer. La grande nouveauté de l'élection du 7 mai, c'est le succès du Parti républicain. Et à mon avis, c'est un succès qui s'explique essentiellement par son caractère nouveau. C'est un parti qui est organisé à partir de l'année 2019, par sa clarté programmatique, des idées toutes simples, les mains dures contre la délinquance, des solutions simples pour des problèmes complexes, et en fait, son image d'une force anti-système. Il est le produit, finalement, du sentiment de déception, d'abandon et de frustration qui dominent dans les milieux populaires. Une autre dimension du résultat de 7 mai, c'est la consolidation du renouveau générationnel. La moyenne d'âge des conseillers ne dépasse pas les 45%, les 45 années. Il n'y a que 3 conseillers qui ont plus de 70 ans, des figures très importantes de l'ancienne concertation. Elles ont été pour la plupart toutes battues. Or, je vais en finir, les principaux points d'interrogation sur le processus posé au Chili a trait à la position que finalement adopteront les républicains. Moi, je parie sur l'idée que les républicains, sous l'autorité de José Antonio Katz, je crois qu'ils vont se modérer. Et si c'est là, c'est ça c'est le cas. Je crois que la politique chilienne sera dans les mois qui viennent dominée par une espèce de grand paradoxe. S'ayant opposé lors du 12e tour de la présidentielle, Boric et Katz sont aujourd'hui en fait dans les mêmes bateaux. Le président Boric, a besoin de pouvoir montrer que lors de son gouvernement, en démocratie, une nouvelle constitution a vu le jour. Et de son côté, Katz se doit démontrer s'il veut bien avoir la possibilité d'être le prochain président de la République, qu'il peut dominer ces monstres et
faire partie d'un accord permettant l'approbation du texte proposé par le Conseil constitutionnel dans le référendum de sortie du 17 décembre. Moi, je crois que les choses vont aller dans ce sens-là. Je vais quand même me tromper. Mais j'ai l'impression que les choses vont aller dans ce sens-là. Il y a eu, par exemple, hier ou avant-hier, les conseillers qui ont été élus, les conseillers républicains, qui ont été élus à la plus large majorité nationale. Il a fait des déclarations très dures. Alors, mais tout de suite après, Katz, il a sorti en disant que les textes proposés, les textes que le Conseil doit proposer, devaient aller à l'encontre, non pas de la majorité des républicains, mais à l'encontre de la majorité des Chiliens. Parce que lui, il a un projet présidentiel derrière lui. Il faut rappeler qu'il est arrivé en première position lors du premier tour de l'élection présidentielle passée. Et pour en finir, ça c'est un paradoxe. Le fait que Boric et Katz soient tout au moins sur le banc constitutionnel dans le même bateau. Et il y a, pour en finir, encore deux paradoxes. Tout se passe l'année où l'on commémore le cinquantenaire du coup d'État. C'est quand même bizarre. Et c'est quand même bizarre, ça c'est un autre paradoxe, et j'en finis, que le but de tout ce processus était justement le dépassement de la constitution signée par Pinochet. Alors, ce sont les paradoxes, ce sont les contrastes de la politique chilienne. Et on va voir comment ça évolue dans les semaines et mois qui suivent. Bon, j'en finis ici. Merci beaucoup, Carlos, pour cette réflexion et ces conclusions aussi qui vont nous permettre d'aller plus loin, je pense, et de pouvoir après avoir une discussion sur tout cela. On aura, j'en suis sûr, des questions à vous poser, en particulier sur cette conclusion des deux paradoxes que vous venez de signaler. On va donner maintenant la parole à Jean Mandelson, dont effectivement que j'ai scandaleusement vieilli en prétendant qu'il était à Santiago en septembre 73, mais il connaît si bien cette histoire que voilà, j'ai cédé à cette facilité. Il va rectifier tout cela et aussi nous donner son analyse de ce scrutin, peut-être en élargissant, je ne sais pas, peut-être à ce qu'on peut en tirer comme enseignement, y compris dans les débats qu'on a sur ces questions-là, par exemple en France. La parole est à vous, Jean. Merci Christophe, merci Colline et merci Aliris. Et je suis très heureux d'avoir cette occasion de saluer de loin mon très vieux camarade Carlos. Oui, je rectifie en deux mots, ça n'a pas grande importance, mais lorsque Christophe m'a demandé de participer à ce débat, je lui ai répondu, je n'ai pas vraiment de légitimité à ce sujet, puisque j'ai quand même quitté l'ambassade de France au Chili en 1988 pour m'occuper du bicentenaire de la Révolution française, donc un sujet extrêmement proche et lointain. Et donc, j'ai été premier secrétaire à l'époque de la dictature de Pinochet, mais je ne suis témoin des événements de 73 que comme militant qui recevait les réfugiés à l'époque. C'est tout. Par ailleurs, j'ai toujours suivi de près le Chili, avec lequel où je passe plusieurs mois par an régulièrement. Mais je précise, ma connaissance professionnelle du Chili, c'est la fin de la dictature de Pinochet, ce n'est pas le début. Et par la suite, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur le Chili et l'Amérique latine dans le cadre de mes fonctions diplomatiques. Alors, je suis grosso modo, peut-être à quelques détails près, en accord avec tout ce que vient de dire Carlos. Je ne vais donc pas revenir dessus. Simplement, peut-être que une divergence qui est la moins importante, c'est la prévision pour l'avenir. Mais enfin, ça, c'est effectivement quelque chose qui relève plus du sentiment. Relève également du sentiment, mais ça, c'est quelque chose qui a un impact politique.
le paradoxe. Je suis d'accord que même le paradoxe, mais qui est presque quelque chose d'affectif, de violent. Nous allons célébrer le 50e anniversaire commémorer le 50e anniversaire du coup d'État sous la constitution établie par la dictature, avec une assemblée dominée par l'extrême droite et un parti qui se réclame de cette dictature. Donc c'est effectivement quelque chose qui est un paradoxe et qui en même temps est assez violent pour une grande partie de la population chilienne, malgré tout, celle qui a un souvenir. Et puis, pour tous ceux qui, dans le monde, ont été d'une génération Chili, comme d'autres ont été les plus anciens, génération Espagne, génération Libération, génération Algérie. Le Chili est quelque chose qui a marqué très au-delà de l'expérience propre de l'unité populaire à cause de la dureté, de la longueur de cette dictature et de ce qu'elle a créé comme expérience sur le plan économique et dont les effets continuent à se faire sentir aujourd'hui. Sur le plan de... je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans l'élection. Une toute petite correction malgré tout, je crois que c'est Colline qui a dit la disparition des partis de centre droit. Je pense que c'est plutôt les partis de centre gauche qui ont disparu. Grosso modo, ceux qui n'ont pas obtenu, ceux qui n'ont pas présenté une liste et qui n'ont pas eu d'élus, c'est la coalition Parti démocrate chrétien, qui est vraiment le parti du centre classique, mais qui a été l'un des partis moteurs de la fin de la dictature et de la période démocratique depuis 1990. Et le PPD, le parti de Ricardo Lagos, qu'on peut difficilement qualifier de centre-droit, qui se réclame lui-même de centre-gauche. Donc, je pense que c'est plutôt cette coalition-là qui a disparu, la coalition autour du gouvernement, en dehors du Parti libéral, qui est une excroissance dont Carlos pourra expliquer ce qu'il vient faire là-dedans, qui est assez intéressant. Mais grosso modo, c'est pour une grande masse, tout ce qui vient du mouvement étudiant de 2009, 2010, 2011 et du mouvement social de 2019-2020, plus les partis classiques du mouvement ouvrier chilien, que sont le Parti socialiste et le Parti communiste. Donc, voilà, ce qui a disparu au fond, c'est le centre-gauche classique. Est resté ce qui apparaît bizarrement comme le centre-droit, mais qui est vraiment la droite ex-pinochetiste, qui n'est devenue centre-droit que parce qu'il y a une extrême droite maintenant qui a occupé l'espace, et ce triomphe de l'extrême droite. Alors, quelques éléments complémentaires par rapport, parce que je ne vais pas répéter l'analyse qu'a faite Carlos, je voudrais quand même préciser une ou deux petites choses dont je pense qu'il les partage. Le gouvernement, rien ne s'est passé d'essentiel depuis 1900, sur le plan de ce que vivent les Chiliens depuis que le gouvernement Boric a pris le pouvoir, pour plein de raisons, l'une d'entre elles étant justement ce processus qui faisait que le gouvernement était à l'arrêt en attendant cette constitution, comme si le changement constitutionnel allait immédiatement pouvait avoir des effets. Et du coup, il y a eu une espèce de quelques mesures, quelques tentatives, mais une sorte de gel en attendant le résultat de la Constitution. Pour des mandats qui sont relativement courts au Chili, c'est très grave. C'est beaucoup de temps perdu. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dans cette période très plate au fond de cette absence de transformation vécue par le peuple chilien depuis l'élection de Boric, c'est quelque chose qui contribue, qui a accentué ce sentiment de frustration d'une population qui avait quand même, on a beaucoup parlé de l'exploit qu'avait fait Kast aux élections présidentielles, mais il n'empêche que Boric a eu une très importante participation électorale et victoire électorale. L'écart de voix entre les deux était quand même pas négligeable. Si on se rappelle de l'étroitesse de la victoire de Ricardo Lagos par rapport contre Joaquín Lavín,
qui était de 49-51. Là, on était quand même à 55-45. Enfin, c'était quand même un écart assez important. Et donc, cette frustration par rapport aux énormes attentes qui étaient dues à ce que moi j'appelle plutôt l'explosion sociale d'il y a 4 ans, cette frustration est accentuée, je crois encore. Ce que je dois dire aussi, c'est que cette explosion sociale, elle était due à des facteurs qui n'ont fait que s'aggraver et qui s'aggravent encore aujourd'hui par des phénomènes que nous vivons nous aussi, hein, l'inflation, l'explosion de certains prix. Enfin, il n'y a pas de vraie différence, au fond, entre ce que nous vivons, nous, en France, avec une extrême droite en attente. Il y a eu au Chili, dans cet événement, des éléments d'explication très chiliens et aussi un mouvement mondial. On a parlé du retour à gauche il y a quelques années et beaucoup d'entre nous disions que le retour à gauche de l'Amérique latine n'était en fait qu'une sorte de résistance face à une montée de l'extrême droite. C'est la droite qui s'est extrémisée plus qu'autre chose. Et en face, une réaction qui a fait qu'on a eu l'impression d'un grand pendule vers la gauche, mais Bolsonaro, mais en Europe, ce que nous avons aussi, enfin, on a un phénomène, ce qui se passe à Lima, le maire de Lima, les élections à Buenos Aires, enfin, c'est un phénomène continental qui n'est pas du tout spécifiquement chilien. L'autre élément sur lequel je voudrais dire un mot malgré tout, c'est, personne ne va donner des leçons, mais c'est vrai que lorsqu'il y a eu l'explosion sociale, Boric a eu ce choix politique de trouver l'unique sortie de cette explosion qui a été la perspective de changement de la Constitution. Constitution dont on peut rappeler peut-être, même si on est là un peu entre spécialistes, qu'elle a été adoptée dans des conditions qui n'ont rien d'une élection démocratique, ni dans la préparation, ni dans le vote, en 1980, en pleine dictature. C'est une constitution qui, par son contenu, mais aussi par sa source historique, est extrêmement marquée. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque on a pris cet élément constitutionnel comme moyen de sortir de la crise sociale, je ne sais pas s'il y avait un autre moyen d'en sortir provisoirement. Le Chili ne pouvait pas continuer à vivre ce qu'il vivait à ce moment-là. Je ne sais pas s'il était possible, mais en tout cas, ce choix-là a eu comme conséquence le processus qui nous a amené à une élection très atypique, celle de l'élection, c'est celle de la Constitution précédente, dans laquelle on a quand même assisté à une énorme masse d'abstention et à une assemblée, alors qu'on pouvait qualifier d'extrême gauche, qui était quelque chose de bizarre, d'associatif, de gauche, de déconstructionniste, enfin quelque chose d'extrêmement rare, mais qui traduisait bien déjà à ce moment-là qu'on était sorti de l'équilibre classique droite-gauche. Cette élection qui a abouti à cette constitution rejetée assez massivement au suffrage universel, cette élection cette constituante de l'année dernière était extrêmement atypique par rapport à tout ce qu'on pouvait attendre. Et on a maintenant une deuxième assemblée tout aussi atypique, probablement beaucoup plus inquiétante, bien sûr, et qui nous pose malgré tout un problème. C'est vrai qu'on a beaucoup, nous, réfléchi, et c'est un débat qui se passe aujourd'hui en France, sur les modifications constitutionnelles. Au Chili, c'est indispensable de changer de constitution. D'abord parce que le peuple l'a clairement dit par son vote, il veut changer cette constitution, et puis que cette constitution c'est l'enfant de la dictature. Mais nous, en France, qui sommes un peu en dehors du Pérou, je crois, les recordman mondiaux de nombre de constitutions en 2 siècles, en un peu plus de 2 siècles, on peut constater que je dis bien toutes les élections, toutes les constituantes issues des assemblées constituantes, toutes celles qui ont été démocratiquement rédigées par des constituants, par des assemblées élues, n'ont abouti à rien. Soit 1 ou 2 ans ou 5 ans. Celle qui a duré le plus longtemps, c'est la 4e République,
qui a fait 2 constitutions, la première rejetée et la deuxième qui s'est fracassée contre la guerre d'Algérie. Et les seules constitutions qui ont marché dans l'histoire de France, c'est, je ne parle pas des chartes royales, ce sont des élections qui ont été préparées par des comités. C'est pas démocratique, mais c'est vrai. La constitution de l'an 8, qui a été reprise sous le Second Empire, grosso modo, et la constitution de 58, adoptée au suffrage universel, masculin au début, puis universel ensuite. Mais ce sont les 2 seuls. Autrement, on a soit la Troisième République qui n'avait pas de constitution, mais simplement des lois constitutionnelles, soit des systèmes qui ont duré 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans maximum pour la Quatrième République, 11 ans, pardon. Donc, je crois que cette question, et c'est là-dessus que je vais terminer, cette question que le Chili nous pose, c'est une question qui intéresse vraiment aussi nos débats sur que fait-on en France de cette Constitution. Je sais bien que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je pense que malgré tout, en tant que Français, ce qui s'est passé au Chili doit nous interroger sur comment fait-on pour exprimer démocratiquement une volonté de changement constitutionnel. Voilà. J'ai tenu mes 10 minutes. Oui, j'ai tenu mes 10 minutes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Mandelson, ainsi que Monsieur Ominami pour vos interventions. On va désormais prendre les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat du Zoom. Peut-être une première question pour revenir sur le processus de réforme. Au vu du processus actuel qui allie à la fois un comité d'experts et à la fois donc, des membres du Conseil constitutionnel, quelle profondeur de réforme est-ce qu'on peut réellement attendre et quelles seraient les marges de manœuvre? Je ne sais pas qui voudrait répondre, Monsieur Minami peut-être. Pauline, je crois que dans les conditions actuelles, si jamais il est possible de trouver un accord, ce serait sur une constitution plutôt minimaliste, une constitution qui, je veux dire en français, qui permette, une constitution qui puisse permettre le libre jeu politique en démocratie. Il faut pour cela que tous les secteurs renoncent à faire de la Constitution une sorte de programme. Les problèmes du texte proposé par la Convention constitutionnelle passée, c'était justement le fait que c'était un mélange de normes constitutionnelles avec un programme. Or, si la droite commet exactement la même erreur que les groupes identitaires dans la Convention constitutionnelle, le risque est très grand que lors du référendum du 17 décembre, ce soit l'option non qui l'emporte. Et à ce moment-là, ça serait une situation très grave pour le président Boris, mais ce serait aussi quelque chose de très grave pour les prétentions présidentielles de Katz. Parce qu'à ce moment-là, ce serait lui le responsable d'avoir proposé un texte qui pourrait être repoussé par les citoyens. Donc, je crois que, pour répondre à ta question, je crois que la seule possibilité, c'est de penser à une constitution minimaliste. À l'opposé de la constitution actuelle, qui est une constitution qui empêche d'avancer. Si jamais on arrive à créer les conditions permettant le libre jeu de la politique, ce serait déjà pas mal par rapport à ce qu'on a. Monsieur Mandelson, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, quelque chose de rapide. Lorsque, tout d'abord, le comité d'experts qui encadre très fortement cette nouvelle assemblée est un comité dont, alors peut-être Carlos me corrigera, mais moi j'ai lu dans divers articles qu'en fait, c'était un comité qui était quasiment constitué d'avocats.
ou massivement d'avocats, c'est exact. C'est très intéressant. On pourrait imaginer, je ne sais pas, des professeurs de droit constitutionnel et puis des vrais politiques. Or, on a des avocats politiques, mais rien que ça est déjà assez significatif. La deuxième chose que je voulais peut-être dire, c'est vrai que la Constitution qui a été rejetée et qui était préparée par l'Assemblée précédente, très à gauche, allait très au-delà de ce qu'on attend d'une Constitution, c'est-à-dire grosso modo la protection, l'organisation et la protection des libertés publiques et la possibilité pour un gouvernement de gouverner. Voilà, grosso modo, c'est ça. Bonaparte disait qu'une Constitution doit être courte et obscure. Celle-là était extrêmement précise, extrêmement longue, et donc elle avait comme inconvénient de soulever tous les problèmes possibles et imaginables, y compris d'une nature très légale et même en dessous de la loi, et de coaliser toutes les oppositions possibles, parce que chacun pouvait se dire, au fond, l'ensemble répond à ce que je voudrais, mais ça, c'est inacceptable pour moi. C'est-à-dire qu'on touchait tous les problèmes sociaux, sociétaux, environnementaux, qu'on additionnait. Je pense que la droite ne va pas faire du tout ce genre d'erreur. Ce qu'elle peut faire en revanche comme erreur sur les problèmes, sur les problèmes sociétaux notamment, c'est de mettre des barrières qui correspondraient à sa pensée profonde sur les questions du mariage homosexuel, de l'avortement, etc., sur des sujets de cette nature qui sont qui probablement sont ce qui l'affaiblirait le plus dans un vrai dans le texte, si elle rentrait elle aussi dans le débat, dans les limites très précises, très pointues. Et puis en même temps, je pense que, comme Carlos, elle essaiera de ne pas trop rentrer dans les reproches qui ont été faits à la Constitution d'avant. Mais ça ne me paraît pas évident. Je veux dire, ça ne me paraît évident. Véritablement, la Constitution telle qu'elle se présente, la Constituante, le Conseil constitutionnel tel qu'il se présente aujourd'hui au Chili est exactement l'inverse, avec une impossibilité. Personne n'a une minorité de blocage. Et ça, la minorité de blocage oblige à des négociations. L'absence de minorité de blocage permet à peu près n'importe quoi. On l'a vu, peut-être qu'on le verra aussi. Moi, j'aurais posé une question pour rester sur cet aspect de la discussion, c'est-à-dire sur le processus lui-même et ce qu'on peut en attendre. On a le sentiment, peut-être un peu confus, que ce processus de conseil constitutionnel, quand même, limite assez clairement, on l'a dit, le périmètre finalement d'autonomie, de souveraineté de ce conseil pour élaborer une nouvelle constitution pour le Chili. On a l'impression que le comité d'experts a une fonction qui vise quand même à mettre un certain nombre de lignes rouges sur ce qui ne peut pas être discuté ou rediscuté pour cette constitution. Est-ce que ça explique une partie du vote très important dont a fait mention Colline en matière de vote blanc et nul, qui sont donc, on le rappelle, au Chili, le vote est obligatoire, ce sont donc des gens qui ont été aux urnes pour mettre un bulletin blanc ou un bulletin nul pour dire quelque chose, ça fait 22% du vote. Qui sont ces gens-là? Et est-ce que c'est pas lié justement au fait que ce processus de conseil constitutionnel peut apparaître comme un peu biaisé ou limité, en tout cas ne pouvant pas finalement modifier les structures du modèle socio-économique chilien? Voilà. Est-ce que sur cette question, vous avez des éléments à nous apporter, un avis? Je ne veux pas donner un avis, mais je veux donner simplement ce que j'ai écouté, moi, de beaucoup de mes amis, de ma famille, de gens très proches au Chili, qui m'ont dit, oui, on a voté pour la liste Boric, parce que c'est, enfin Boric, la liste de coalition, parce qu'il fallait, mais au fond, on aurait envie de s'abstenir ou de voter contre, tellement on est contre le processus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été très frappé de voir que beaucoup de gens très proches sont allés voter à contre-cœur, sont allés voter obligés, mais ont mis un bulletin à contre-cœur qui n'était pas nul, mais ils auraient aimé voter nul pour montrer leur désaccord avec le processus.
Je ne sais pas si c'est général, mais je pense que les 22% de vote blanc et nul s'expliquent non pas par une inexpérience politique, mais par la volonté d'exprimer quelque chose. Moi, je suis plutôt d'accord avec Jean, mais je vais faire deux remarques. Il est très important pour bien comprendre la situation chilienne et les résultats du référendum du 4 septembre et des élections du 7 mai. C'est le passage du vote volontaire au vote obligatoire. Ça change énormément les choses. Et, on n'a pas encore très bien étudié quelles sont les caractéristiques des gens qui vont voter dans le cadre du vote obligatoire. Mais on a droit à penser qu'il s'agit plutôt des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, c'est pour ça qu'ils ne votent pas, et étant obligés d'aller voter, ils sont plutôt une réaction anti-système. Donc, ça c'est vrai, ça a profité à la droite lors du référendum du 4 septembre, mais il pourrait avoir aussi un effet très important en poussant vers le rejet d'un nouveau texte, parce que ce sont finalement des citoyens qui sont mécontents et que, obligés d'aller voter, ils votent plutôt contre. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, il y a un autre paradoxe par rapport à l'architecture de ce processus. Il est vrai, c'est un processus qui n'intéresse pas, qui ne crée pas d'émotion par rapport au processus précédent. Or, Jean parlait avec raison d'un processus qui est très encadré. Il y a les comités d'experts, il y a les arbitres. Si jamais les experts ou les conseillers dépassent les 12, comment on dit, limites, en espagnol on dit los bordes. Il y a les 12 principes qui encadrent le débat constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne veut pas faire n'importe quoi. Bien que la droite et même les deux tiers ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et le processus doit respecter ces 12 principes qui sont à la base de l'architecture de ces mécanismes. Et quel est le paradoxe? On aura un conseil dominé par la droite, l'extrême droite, mais dont un des principes, c'est que le Chili doit être un État social et démocratique, un État de droit social. Ce qui, en fait, est conçu de façon à pouvoir dépasser l'État subsidiaire qui est ancré dans la Constitution de 1980. Donc, il est vrai, c'est un processus qui n'a pas créé d'émotion. Les gens ils sont allés voter parce que c'était un vote obligatoire. Mais le fait de cet encadrement à partir de 12 principes, finalement, ça peut aider à ce que le texte proposé puisse être approuvé lors du référendum du 17 décembre. Mais tout cela à condition que la droite renonce à imposer dans la nouvelle constitution son programme. Si elle le fait, je crois qu'elle risque d'un nouveau rejet d'un texte constitutionnel. C'est que ce serait aussi quelque chose de très compliqué pour le gouvernement. Je crois qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qui pourrait se passer dans un pays qui entame un débat constitutionnel et que se trouve avec 2 rejets successifs du projet proposé.
Oui, Très bien, merci beaucoup. On a une question également de Andrea Raffaele Barbato à propos de la question des peuples autochtones. Comment croyez-vous que ce nouveau conseil abordera la question des peuples autochtones, notamment la reconnaissance de plusieurs systèmes juridiques? Est-ce qu'on peut s'attendre à un accord sur le sujet? Ah non, je crois que pas du tout. Je crois que l'idée des différents systèmes juridiques, c'était quelque chose proposé par la convention précédente et qui a été très largement rejeté. Ça a été justement une des raisons du rejet pour une bonne partie de la population, le fait que les peuples indigènes puissent avoir son propre système de justice, c'était quelque chose qui ne passait pas. Donc, je crois que cette idée qui a été proposée par finalement, la convention précédente avait changé la notion de pouvoir judiciaire par la notion de système judiciaire. Ça a été rejeté. Dans les 12 principes qui encadrent le nouveau débat, il est dit noir sur blanc que la République est constituée par 3 pouvoirs, dont un, c'est le pouvoir judiciaire. Je crois qu'il n'y a pas lieu à ce qu'il puisse y avoir des systèmes différents. Là, il faut dire aussi que la représentation des peuples indigènes est maintenant très faible, de façon directe. Il n'y a qu'un seul représentant des peuples autochtones, alors que dans la convention précédente, il y en avait 17. Je crois que le nouveau texte va avancer dans le sens d'une reconnaissance constitutionnelle des peuples originaires, des peuples autochtones, mais qui sera tout à fait loin de l'idée que le Chili puisse être une république plurinationale. Ça, c'est une idée qui a été complètement rejetée. Une autre question également de Marianne cette fois-ci. Quels sont les facteurs qui font que la situation économique et sociale des Chiliens est plus mauvaise aujourd'hui que ce qu'elle ne l'était au moment des révoltes? Et également, jusqu'où, selon vous, peut s'étendre le parallèle entre les contestations françaises et chiliennes actuelles et également entre les solutions pour y répondre? Peut-être, Monsieur Mandelson, vous voulez commencer sur ce sujet? sur le premier point, je crois que c'est relativement simple. Il y a deux facteurs qui expliquent cette dégradation. Le premier élément d'explication que j'ai dit moi-même, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu un gouvernement qui a été un peu paralysé dans son action par l'attente du travail de la constituante précédente. Il y a eu une espèce de paralysie. Il y a eu des actions qui ont été menées, il y a eu des réformes qui ont été tentées, mais une majorité dominée par la droite légèrement, mais malgré tout une majorité dominée par la droite au Parlement et un gouvernement qui est dans une position d'attente de ce qui va sortir de la Constitution précédente, fait que les espoirs de réforme ont été paralysés. Puis en plus, là-dessus, sont arrivés les mêmes phénomènes que chez nous et dans le monde, c'est-à-dire l'inflation, les matières premières, les conséquences des événements internationaux. Enfin, ça, c'est pas spécifiquement chilien, mais les deux ensemble expliquent que probablement, effectivement, la situation est plus complexe, plus difficile sur le plan social qu'il y a 3 ans. Sur ce qu'on peut comparer, non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de comparaison. Si je comprends la question, c'est grosso modo l'explosion sociale du Chili par rapport aux Gilets jaunes. Je pense que c'est peu. Non, socialement, c'est quand même assez différent. Ce ne sont pas les mêmes. Et les retraites. Pardon? Et le mouvement des retraites. Le mouvement des retraites, ça, c'est autre chose.
ça c'est autre chose. Mais c'est pas une explosion sociale, un mouvement des retraites, c'est un mouvement de protestation sociale dans le cadre démocratique existant en France d'une constitution qui n'est pas du tout celle de Pinochet. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas véritablement de comparaison possible. Ce qui est comparable, ce qui est intéressant, et comme risque, c'est ce à quoi on vient d'assister, c'est-à-dire une campagne d'élection de constituants qui n'a absolument jamais parlé de constitution, mais qui a été prise par l'actualité, c'est-à-dire grosso modo immigration et insécurité. Et ça, c'est des phénomènes, bon, c'est évidemment des phénomènes porteurs pour la droite au Chili comme en France et comme en Europe. Ce sont des phénomènes dans lesquels les médias chiliens qui sont ce qu'ils sont. Je rappelle toujours en blanc, c'est une forme de boutade parce que malgré tout, il y a eu depuis les télévisions et les réseaux sociaux. Mais l'une des premières décisions de la dictature de Pinochet a été d'interdire toute la presse, sauf le Mercurio et la Tercera. C'était en 1973, nous sommes en 2023. Aujourd'hui au Chili, il y a toujours le Mercurio et la Tercera à peu près point final comme presse écrite. Donc, bon, alors, et effectivement, il y a un courant qui est porté, et c'est là où c'est très comparable, par l'actualité de l'immigration et des problèmes sécuritaires. Là, effectivement, on a quelque chose qui est, mais pas spécifiquement français et chilien, qui dans le monde est un phénomène porteur de la droite. Et puis le phénomène de l'actualité, c'est vrai qu'il y a eu des actualités de cette nature au Chili récemment, et souvent les campagnes électorales sont prises par l'actualité et ne traitent pas du sujet. Là aussi, c'est presque un souvenir amusé, mais vous vous rappelez peut-être que dans le débat entre Jospin et Chirac pour le deuxième tour de 1995, c'est ça, en 95, le quart du débat porté sur la Tchétchénie, parce que c'était le sujet d'actualité. Bon, c'est très important et grave ce qui se passait en Tchétchénie, mais honnêtement, l'électeur français n'est pas porté n'est pas motivé par la Tchétchénie. Mais l'actualité faisait que les débatteurs parlaient de ça. Et on a assisté à une campagne électorale qui n'avait absolument aucun rapport avec la Constitution et un projet constitutionnel, mais avec une actualité réelle ou imposée médiatiquement, les deux. Écoute, je voudrais ajouter que concernant la situation économique, je fais l'affirmation que les gens ils sont dans une plus mauvaise situation aujourd'hui qu'il y a 4 ans, du fait de la pandémie, du fait des conséquences de la guerre russe-Ukraine, et du fait que aussi le gouvernement Boric a fait une politique économique assez conservatrice, assez orthodoxe. Il n'y a pas eu de réformes importantes, il n'y a pas eu de mesures permettant de soutenir de façon plus consistante le pouvoir d'achat des gens. Donc, il y a eu une baisse des salaires réels, avec une augmentation de l'inflation, avec les pensions qui n'ont pas augmenté. Donc, on n'a pas résolu aucun des problèmes qui étaient posés, et la situation du point de vue économique et social est plus mauvaise. Et un point qui est quand même un point commun entre la situation chilienne et la situation de la France, c'est que dans nos deux pays, il y a une menace d'extrême droite. Il y a l'extrême droite a la possibilité de l'emporter de façon démocratique. Et ça, c'est un point commun important et très fort. Une nouvelle question de Michel Vigier. On observe actuellement une remontée du religieux. Est-ce qu'il y aurait un risque qu'au Chili, les catholiques traditionnalistes imposent leur agenda constitutionnel, notamment sur les sujets comme l'avortement, les droits LGBT, etc. Je crois qu'il y a ce risque-là, mais ça vient plutôt des évangélistes. Et là, qui sont de façon, d'après ce qu'on dit, de façon très majoritaire soutenus l'extrême droite. Ils sont contre l'avortement, ils sont contre il faut dire qu'au Chili, il n'y a pas une loi d'avortement général. Il y a une loi d'avortement dans 3 causes. Et puis,
on a les mariages pour tous, il est aussi très rejeté par les évangélistes. Et ça, c'est plutôt cette église qui est très populaire, qui soutient l'extrême droite. Et ça, c'est pas une particularité chilienne. On le voit ça aussi, par exemple, au Brésil. Les évangélistes ont été une force d'appui très importante pour Bolsonaro. Oui, peut-être au Chili, pendant la dictature, l'Église catholique a eu un comportement qui n'a rien à voir avec ce qu'elle fait en Argentine, par exemple. Hein. Elle a été l'un des éléments de protection, parfois même un peu de résistance, discrète à sa manière, mais le regard qu'on peut porter sur le rôle de l'Église catholique pendant la dictature au Chili est un regard positif. Et dès cette époque, on sentait les conquêtes des églises évangéliques dans les quartiers pauvres, peu à peu abandonnés par certaines églises, surtout que c'était l'église progressiste qui était la plus réprimée par Pinochet et qui, du coup, contribuait à la montée des églises évangéliques. Alors, on a ce phénomène qui est général, là aussi, il est vraiment latino-américain. Là aussi, il faut vraiment distinguer entre l'influence actuelle de l'Église catholique chilienne qui est en chute libre, je pense, et qu'il ne faut pas disons, elle aurait trop bon dos de prendre sur elle ce qui relève plutôt de la responsabilité des évangéliques. C'est-à-dire des églises nord-américaines, hein, pour être clair. Merci à vous deux. Alors, vous l'avez dit avec des mots différents et des approches différentes, mais on a l'impression, en vous entendant, enfin, on comprend en tout cas que les réponses électorales aux questions constitutionnelles ne s'inscrivent pas strictement dans le cadre justement des débats constitutionnels, mais que à travers une élection comme celle du Conseil constitutionnel se cristallise finalement une humeur politique. Les gens viennent voter pour, en quelque sorte, délivrer plusieurs types de messages qui dépassent largement la question strictement constitutionnelle. Donc, on comprend bien que, en vous écoutant, souvent le contexte et les contingences politiques déterminent un petit peu finalement l'orientation et les réponses d'une partie de la population sur une demande, une élection constitutionnelle de ce type-là. Ça, c'est un premier constat. Je voudrais être sûr que voilà, est-ce que ce constat vous semble pertinent au regard de ce qu'on vient de voir? Et puis, deuxième chose, j'aimerais qu'on puisse un petit peu plus parler maintenant justement du phénomène qui est derrière José Antonio Cast, de ce qu'on nomme une extrême droite chilienne ou une droite post-pinochiste. Voilà, j'aimerais un peu qu'on essaye de cerner un petit peu mieux de quoi parle-t-on, dans quelle mesure ce phénomène se relie effectivement à ce qu'on voit au bolsonarisme, au trumpisme, aux extrêmes droites et au populisme de droite en Europe. Où est-ce qu'il y a une singularité chilienne qui serait bon que nous maîtrisions un petit peu plus? Qui vote finalement pour M. Cast? J'ai lu dans la presse chilienne que près de 70% des municipalités chiliennes avaient mis en avant le vote pour le parti républicain, en particulier dans les zones où justement on parle aujourd'hui de crise migratoire, on parle de problèmes de criminalité organisée. Voilà. Dans quelle mesure tout ça a renforcé ce phénomène et nous donne des éléments sur sa nature? Est-ce que là-dessus, vous avez des analyses à partager avec nous? Moi, je suis pas du tout un expert sur l'extrême droite. Il y a des gens qui analysent de façon beaucoup plus professionnelle le phénomène de l'extrême droite. Mais qu'est-ce que je veux dire? Le Parti républicain, c'est un parti nouveau. Il a été créé en 2019 et ça se présente comme un parti anti-système. Il faut dire, par exemple, que c'est le seul parti qui n'a pas signé au Parlement, qui n'a pas approuvé au Parlement la réforme constitutionnelle permettant de développer tous ces nouveaux processus. Ils ont été, bien sûr, pour les rejeter
du texte de la convention précédente, et ils étaient en fait plutôt dans l'idée qu'il fallait maintenir la constitution actuelle, qu'il ne fallait pas s'engager dans un nouveau processus. Or, tout cela que, en principe, on pouvait l'analyser comme un comportement complètement minoritaire, sectaire. Finalement, ça a joué à sa faveur, comme une démonstration qu'ils sont contre la classe politique, ils sont contre le système. Et ils représentent quelque chose de différent. Or, de toute façon, il faut dire que Katz, comme personnage, c'est un personnage politique. Il est un ancien député. Et les partis républicains, c'est donc, à l'origine, c'est une division d'un parti de droite. Ce n'est pas une création autonome, mais c'est plutôt une division de la UDI, un des partis de la droite chilienne. Et lui, c'est quelqu'un qui a une expérience parlementaire relativement importante. Ce n'est pas quelqu'un qui vient complètement de l'extérieur. Et ce qui est dur, mais il faut le reconnaître, c'est une force qui a un appui très significatif dans les milieux populaires. Au Chili, il est très connu le fait des 3 communes. Il y a 3 communes où habite l'élite chilienne. Et dans ces communes-là, ce n'est pas les républicains qui l'ont emporté, c'est plutôt les centre-droite. Et par contre, ça c'est un phénomène qui ressemble à ce qui se passe en France. Dans les banlieues populaires, c'est aussi l'extrême droite qui a tendance à remplacer l'ancien vote communiste et les votes de gauche. Ici, il y a quelque chose de pareil. Oui. Et tout en insistant sur le fait que les sujets essentiels qui permettent le développement de la République, ce sont l'immigration, la sécurité, le terrorisme, la violence, etc. Ce sont des sujets classiques de la droite et de l'extrême droite, en fait aussi très, à mon avis, surdimensionnés par les médias. Je vais vous donner une donnée. Le Chili apparaît comme un des pays où le sentiment d'insécurité est le plus élevé parmi d'autres pays du monde, alors que les données réelles, les taux de d'homicide, par exemple, est beaucoup plus bas que dans le Mexique et que dans d'autres pays. Le niveau d'insécurité, objectivement, est beaucoup plus faible que les sentiments d'insécurité qui a été très fortement surdimensionné par les jeux de médias. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une réalité qu'il ne faut pas cacher. Il est vrai qu'il y a au Chili des problèmes liés à l'immigration, notamment vénézuélienne. L'immigration haïtienne, c'était plutôt bien intégré. Il n'y avait pas trop de problèmes au début. Mais l'immigration vénézuélienne a beaucoup transformé la réaction du peuple chilien par rapport au phénomène migratoire. Le Chili était un pays qui ne connaissait pas du tout d'immigration de cette nature. C'est un pays il y avait les populations autochtones et les migrants venus d'Europe. C'était ça le Chili. Quand moi j'étais au Chili, le seul noir qu'on voyait dans la rue, c'était l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, à la CEPAL, qui avait ses enfants au lycée français. Et c'était très. Enfin, il n'y avait pas d'autres diplomates africains sous Pinochet à l'époque. Or, le Chili a appris à vivre avec une population qui l'ignorait totalement à partir du moment où il y a eu d'abord l'arrivée des Haïtiens, puis des Vénézuéliens. C'est vrai que les médias dont j'ai dit un mot tout à l'heure en comparant les médias actuels et ceux qui avaient été autorisés sous Pinochet, ces médias font vivre une atmosphère classique. On braque sur l'événement, mais ça, c'est pas spécialement chilien. C'est ce qui se passe chez nous aussi, n'importe quel événement, n'importe quel fait divers qui est terriblement grossi. Et
tout ça fait qu'on a mené une campagne, et c'est là-dessus que je répondrai très rapidement à la première question de Christophe, on a mené une campagne qui n'avait rien à voir avec les questions constitutionnelles. Est-ce qu'on veut un régime plutôt présidentiel que parlementaire? Quelle forme de tribunal constitutionnel? Comment est-ce que… Enfin, toutes ces questions-là, est-ce qu'il doit y avoir du bicaméralisme ou un système monocaméral? Tout ça a été… Mais les mots n'ont pas été prononcés. Ces sujets-là n'ont pas été du tout abordés. D'ailleurs, pas plus dans cette campagne-là que dans la campagne pour la constituante précédente. Vraiment, les campagnes se sont faites sur le terrain totalement différent. Dans un premier temps, l'espérance liée à l'explosion sociale, et dans un deuxième temps, la crainte liée au phénomène immigration et insécurité. Ça n'avait rien à voir avec les questions qu'on se pose sur quel type de régime voulons-nous et quel type de constitution voulons-nous. Et un dernier mot simplement sur cet extrême, sur ce phénomène, sur les transformations électorales. Lorsque le vote pour la suppression de la Constitution de 80, massivement rejetée, et l'élection constituante, il y a eu un référendum qui avait rejeté cette Constitution de 80. On avait retenu que les fameuses 3 communes riches de Santiago, qui étaient les seules qui avaient voté pour le maintien de la Constitution de 80. Et on a vu, 2 élections plus tard, qu'il n'y avait que 3 ou 4 communes dans l'ensemble du Chili qui étaient pour la Constitution qui avait été rejetée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un basculement complet. Alors, comment l'expliquer? Bon, ça, c'est un phénomène que je ne suis pas au Chili, j'ai du mal à l'expliquer. Je réponds simplement sur l'extrême droite chilienne. L'extrême droite chilienne, effectivement, il y a 2 parties dans cette extrême droite, je pense. La partie liée au phénomène classique dans les milieux les plus populaires de recherche de sécurité, et puis le pinochetisme qui a été véritablement imprimé dans une partie de la population qui était plus ou moins discret pendant des années, mais qui ressort et qui n'avait pas de raison de vraiment disparaître après 17 ans. Je pense qu'on a eu tort d'imaginer, d'ailleurs on avait été même frappé et douloureusement frappé de voir qu'au fond, dans les premiers votes à la fin de Pinochet et l'élection présidentielle qui a suivi Pinochet, on a été frappé de voir que malgré tout, il y avait quand même plus de 40-45% des gens qui avaient voté pour la constitution de Pinochet à l'époque, dans le fameux plébiscite de 1988. Donc, je crois on s'est fait un peu d'illusion sur la disparition de l'empreinte du pinochetisme. À cela s'ajoute effectivement le phénomène lié à ce qu'on vient de dire, immigration, insécurité. Christophe et Colline, il va falloir que je parte. On m'a donné téléphoner, j'ai une certaine urgence. Pas de problème, Carlos. Merci beaucoup. Déjà, je pense que tu nous as fait partager beaucoup de lumière et d'éclairage sur la situation. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de matière pour nous tous. Donc, merci beaucoup de ta participation. On va te laisser aller à ton autre réunion. Puis, on va de toute façon atterrir, si je puis dire, avec Jean. Ciao, merci. Ciao. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Hein. J'ai du mal à démarrer avec les Français. Je perds la pratique. Mais… Non, on a tout compris, rassure-toi. C'était absolument parfait. J'ai compris, ok. C'était absolument parfait. Merci, Carlos. Ciao. Vas-y. Donc, peut-être une dernière question avant de clôturer nos échanges. d'Alfredo Benitez, après près de 14 mois de gouvernance et dans la continuité des revers politiques, doit-on imaginer un retour de la droite dure lors des prochaines élections présidentielles? Ou est-il possible, alors est-ce qu'on peut envisager un éventuel sursaut de la gauche, et dans ces cas-là, de quelle manière? Question difficile. Question difficile, surtout vu de France, et je fais partie des gens qui ont été quand même surpris par ce qui vient de se passer. Donc, mon pronostic n'aurait pas de grande valeur.
ce que je peux simplement essayer de dire, c'est que, bon, premièrement, c'est vrai que les politistes ou les politologues, comme vous voulez, ont toujours du mal à faire ce genre d'addition. Mais malgré tout, il y a eu ces 8% de cette liste un peu absurde des démocrates chrétiens et du parti de Lagos, qui malgré tout sont des… bon, le parti de Lagos, il participe au gouvernement de Boric. Il est même représenté à très haut niveau. Donc, il y a quand même ces 8%-là. S'il y avait eu une union entre ces deux listes, malgré tout, la gauche, entre guillemets, gauche, centre-gauche et même extrême-gauche, unie, dépassait Caste. Donc, on avait une lecture différente. La droite gagnait globalement, mais divisée en deux blocs distincts, et la gauche était en tête. Si on avait ces 8% en plus. Je sais bien que les politologues n'aiment pas faire ce genre d'addition, mais il y a eu cette déperdition qui oblige malgré tout à ne pas regarder le résultat avec un œil faussé. Hein. Il y a eu une énorme progression de la droite, mais il n'y a pas eu un effondrement si on regarde cette spécificité. Et puis, il y a ces 22%. Ces 22% dont mon analyse à moi, mais ça, Carlos a raison, il n'y a pas encore eu d'analyse, j'ai lu avec attention tout ce qui se publie actuellement au Chili. Il faut du temps pour ça, il faut des enquêtes pour cela. Ces 22%, à mon sens, ne sont pas des 22% de gens qui rejettent qui rejettent le gouvernement ou la gauche. Ce sont les 22% qui rejettent fondamentalement la politique telle qu'on va leur imposer, surtout dans ce cadre-là. Mais ce serait plutôt un réservoir pour la gauche demain que pour la droite. C'est une analyse, mais je suis très prudent sur ce genre de pronostic. Logiquement, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe, mais enfin bon, c'est dans 2 ans et demi, logiquement, c'est vrai que Caste se trouve sur une pente ascendante qui lui est très favorable. Je ne suis pas vraiment sûr que… on a un peu le même problème en France. Hein. Il peut y avoir un phénomène de rejet. J'insiste sur le fait que ce qu'on a dit pendant longtemps, depuis 2 ans, sur le balancier vers la gauche de l'Amérique latine, n'était pas un balancier vers la gauche, mais une réaction contre l'extrême droitisation de la droite. Je pense que c'était ça. Et si on prend ça en compte, combien de temps ça va durer? Je n'en sais rien. Mais là, je suis incapable de faire des pronostics et ça serait vraiment du café du commerce de ma part. Hein. Je suis à Paris et je n'ai pas étudié ces 22%. Mais bon, il ne faut pas… on se rend compte malgré tout que les partis de gauche, tous réunis, avaient fait beaucoup plus que l'addition aujourd'hui de la gauche gouvernementale et de ce centre-gauche. Malgré tout, il y a une déperdition de 10 à 15 points qui est considérable. Est-ce que ces 10 à 15 points se retrouvent dans les 22%? Difficile à dire, puisqu'à l'époque, le vote n'était pas obligatoire et que maintenant, il l'est. Il faut se rappeler aussi d'une chose, parce qu'on oublie beaucoup les choses. Il y a eu une négociation, une espèce d'échange entre vote obligatoire et inscription obligatoire sur les listes électorales. À l'époque de Bachelet. Maintenant, il y a les deux. C'est-à-dire que vraiment, on a un vote qui est très représentatif, et c'est en ça qu'il est inquiétant. C'est la première fois qu'on a vraiment un vote aussi représentatif de la réalité politique en Chine. Merci Jean. Je crois qu'on arrive là maintenant à un moment où on a fait un tour, me semble-t-il, assez riche et complet de ce qu'on pouvait dire de ces premiers éléments d'analyse de ce vote. Alors, je regarde en même temps que je vous parle, s'il y a de nouvelles questions, je n'en vois pas. On arrive doucement vers la fin de la session. Peut-être si quelqu'un ou quelqu'une veut rajouter une question, c'est le moment. On peut encore la prendre si Jean est OK
y répondre. Sinon, en attendant, je voulais juste informer tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui que sur la page de l'Observatoire électoral de l'Amérique latine de l'IRIS, on va publier assez rapidement maintenant un article d'analyse de ce vote du 7 mai, réalisé par Julian Kalfoukir, qui est un des membres qui anime, qui est dans l'équipe d'animation de notre observatoire et qui a suivi un petit peu tout ça aussi de près. Donc, on aura bientôt un article à proposer sur la question qui sera publié. Et puis, puisqu'il n'y a pas de questions, moi, je vais t'en poser une, Jean, une dernière. Ah bah, et tu rajouteras ce que tu voulais dire. Oui. Vas-y, j'écoute ta question et puis je rajouterai après ce qu'on n'a pas du tout dit. Bon, ah bah voilà, comme ça, ça sera ta conclusion, puis Colline fera la sienne ensuite. Il nous reste quelques minutes pour tout ça. Ça a été abordé aussi, du moins approché dans nos échanges aujourd'hui. Bon, en France, il y a un débat sur cette question de la nécessité d'une nouvelle constitution, en tout cas d'un débat constituant en France, qui anime pas mal de cercles intellectuels et politiques. Est-ce qu'au regard de ce qui vient de se passer au Chili, alors quand je dis ce qui vient de se passer, je parle du 7 mai, mais je parle aussi du processus plus long qu'on a évoqué depuis les mobilisations de 2019 et tout ce qui a été mis en place, est-ce que, quels enseignements, ou quel est ton avis, Jean, si tu veux bien le donner, sur cette question et cette peut-être difficile, disons, chose à manœuvrer que de amener un débat sur une réforme constituante dans un pays où, par ailleurs, pas mal de convulsions sociales, politiques, eh bien, se déploient, comme c'est le cas au Chili, mais comme c'est aussi le cas en France. Est-ce que tu as, à la vue de tout ce qui vient de se passer là-dessus, un avis à nous donner? Ton avis? D'accord. Oui, alors pour le débat. Je vais répondre à ta question. Je vais d'abord dire que quand on a parlé, bon, souvent l'a critiqué, et à juste titre, l'Assemblée constituante précédente et son projet qui était quelque chose de gigantesque, enfin vraiment, à la fois dans la longueur et dans le détail, je vais pas revenir dessus. Il y a eu un phénomène, on n'a pas dit cela parce que Carlos et moi, on a tellement vécu qu'on pensait que tout le monde le savait. Il y a eu un phénomène également, alors là c'est difficile à dire, comportemental. Une agitation parlementaire d'une assemblée toute puissante, puisqu'encore une fois, il n'avait pas à négocier ni avec la gauche, ni avec la droite. La droite n'avait pas, n'avait pas la minorité de blocage. Et il y a eu un espèce de show pendant cette période de la constituante qui a probablement beaucoup crispé, au-delà même du détail du produit, qui a beaucoup crispé tout ce qui venait de cette assemblée. Alors, bon, je ne vais pas faire de parallèle avec ce qui vient de se passer au Parlement français, mais je veux dire qu'il y a eu malgré tout quelque chose qui a été assez durement ressenti par tout le monde à l'époque, et probablement le rejet de la constitution précédente qui a été massivement, qui a été massif, a été d'autant plus massif que les médias avaient polarisé sur l'agitation dans l'Assemblée, les propositions les plus absurdes qui arrivaient et qui n'avaient comme but, d'ailleurs, ces propositions absurdes n'avaient comme but que de mettre en avant la personne qui la proposait. Alors pendant 2 ou 3 jours, les médias braquaient sur telle proposition dans la Constitution. Alors après, c'était évacué discrètement, mais l'électorat est resté marqué par cette espèce d'atmosphère de désordre incroyable pendant la constituante précédente. Alors, pour ta deuxième question, là, on rentre dans quelque chose, je ne suis pas constitutionnaliste, j'ai une formation d'historien, et je ne peux pas répondre dans le détail aux meilleures manières de modifier une constitution en comparant ce qui se passe en France et au Chili. En France, on a encore une fois eu le record, on est le pays parmi les démocraties occidentales, pour dire court, qui a le record de constitution en 2 siècles. La constitution de 91, celle de l'an 1, celle de l'an 3, celle de l'an 8. Après, il faut attendre 1848, 1852 qui reprend celle de l'an 8, et puis après 1946, les 2 textes de 46, celle de 58. Si on regarde tout ça, on se rend compte encore une fois qu'aucune assemblée constituante n'a pu
produire une constitution solide et durable. C'est un constat factuel. Alors, j'ai beaucoup, en discutant de ce sujet au Chili il y a quelque temps, on me mettait en avant des exemples historiques que je ne connais pas. Il paraît que la constitution islandaise est une remarquable constitution qui est le produit de, je n'ai pas été vérifié, qui est le produit d'une assemblée constituante, donc ça ne doit pas être impossible, mais je n'ai pas de réponse à ta question. Je constate simplement que notre histoire des 2 siècles de vie constitutionnelle, d'une part, et par ailleurs, ce qui vient de se passer au Chili, me laisse très réservé sur le principe même d'une assemblée pour faire une constitution. C'est pas démocratique. C'est vrai que de confier ça à des gens désignés par on ne sait pas trop comment d'ailleurs, donc je n'ai pas de solution, mais je suis dans une incertitude, je le reconnais, mais je constate malgré tout que notre histoire à nous et l'actualité chilienne ne me laissent pas espérer beaucoup dans une constituante produite par une assemblée. Ça n'est pas un sujet de négociation, une constitution. C'est une volonté d'organiser les pouvoirs publics en préservant la liberté et en permettant au gouvernement d'agir. Voilà, ces 2 pôles-là. Comment fait-on? Finalement, c'est un problème strictement de politique. Vous sentez tous deux ce que je pense moi au fond de moi-même, mais c'est vraiment mais c'est un regard plus d'historien que de constitutionnaliste. Merci beaucoup. On va clôturer ce webinaire ici. Merci, Monsieur Jean Mandelson, pour votre analyse. Merci également à Monsieur Carlos Ominami, qui nous a quittés un petit peu plus tôt. Merci également à tous les participants qui ont participé à ce webinaire pour vos questions. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, vous pouvez consulter les nombreuses analyses disponibles sur l'Observatoire électoral de l'Amérique latine sur le site de l'IRIS. Et nous vous souhaitons tous deux une très bonne soirée à tous. Merci à vous tous, merci aux participants, aux intervenants. Voilà, je crois qu'on a vraiment touché du doigt beaucoup de choses intéressantes, passionnantes, qui, j'espère, permettront à chacun de mener ses réflexions sur ces sujets dont on ne manquera pas de reparler dans les mois qui viennent. Merci à toutes et tous et belle soirée.